Comment établir ces prix? C'est le point de départ. Donc, comment est-ce que vous allez créer de l'argent là-dessus? Et ça revient aux stratégies que vous allez regarder dans la case numéro 5 de votre Canva. Donc, jusqu'à date, on a travaillé beaucoup la case 1 à 4 qui sont case 1 du Canva, c'est client, case 2, proposition de valeur, case 3. Non, c'est plutôt les canaux de distribution, puis après ça, relations clients, puis numéro 5, c'est les flux de revenus. Donc, pour revenir à la définition, être en affaires, c'est quoi? C'est un système qui crée de la valeur, livre de la valeur et récolte de la valeur. On a parlé beaucoup de comment vous créez, vous livrez de la valeur. Maintenant, comment on va récolter cette valeur-là. Et ça revient toujours au principe de base qui a été mentionné tantôt. Les gens ne veulent pas savoir ce que vous faites. Ce qui est important pour eux, c'est ce que vous faites pour eux. Et l'argent que vous pouvez demander, les prix que vous pouvez demander, les flux de revenus que vous pouvez demander, tout est basé sur comment les gens vont percevoir la valeur de votre service pour eux. Ça n'a rien à faire avec vos coûts de production. Et surtout aujourd'hui, en affaires, s'il y a moindrement un élément virtuel, un élément numérique à votre entreprise, les coûts de production deviennent de moins en moins importants. Donc, il faut bien comprendre le lien de perception entre ce que vous offrez, votre proposition de valeur, et aussi leur élément déclencheur. Donc, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça répond à une priorité pour eux? Et la discussion tantôt de Oppenheimer, que l'art, ce n'est pas nécessairement une priorité de base dans l'échelle de Maslow. Je pense qu'on peut revoir ça. Je pense qu'il y a quand même, c'est une priorité. L'industrie culturelle est quand même un des piliers de notre économie. Donc, il y a un besoin quelque part. Il faut juste chercher comment ça répond à un désir ou à un problème, mais plutôt un désir. À qui ça répond peut-être? C'est ça, puis à qui? Donc, c'est ce lien de perception. Comment vous facturez, comment vous établissez vos prix, c'est tout lié à votre lien de perception. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, le diagramme de Venn, on veut viser le zone de profit qui est au centre de ce que je veux faire, ce que les gens recherchent et les ressources que j'ai. Puis, pour établir les prix, c'est là que ça devient difficile parce que vous ne voulez pas tomber dans une situation que vous demandez trop. Dans ce cas-là, il n'y a aucune demande. Vous ne demandez pas assez. Là, vous tombez ici que vous donnez tout, puis vous n'êtes pas récompensé pour ce que vous donnez. Ou, aucun moyen, c'est que vous promettez la lune, puis les étoiles, puis vous n'avez pas les moyens de pouvoir livrer. Donc, c'est de trouver où est cette zone-là en étant clair que tout ça est en flux continu. Les trois cercles sont toujours en train de bouger. Les trois déterminants de la valeur. Ça revient aussi ce que je pense que je vous avais mentionné lorsqu'on a parlé de la vente. Les trois questions qu'il faut savoir dans votre recherche, dans votre validation. C'est quoi le besoin ou le désir le plus important pour eux en ce moment? Ça, c'est la première chose à apprendre. Deuxième, c'est quoi le bénéfice immédiat qui est important pour eux si ce besoin ou ce désir est comblé? Puis troisièmement, leur niveau d'engagement pour passer à l'action. Les gens peuvent dire « oui, je le veux », mais ils ne sont pas prêts à s'investir avec leur temps, avec leur argent, avec leur attention, avec leur réputation, s'ils recommandent votre offre à d'autres. Donc, il y a différents moyens de s'engager dans votre offre. Puis, c'est important que votre prix que vous demandez est aussi en alignement avec les autres engagements non tangibles que vous demandez de vos clients.
Donc, il faut savoir ces trois choses-là. C'est quoi leur besoin le plus important en ce moment? C'est quoi leurs attentes de succès? Et c'est quoi leur degré d'engagement? Et ça mérite d'être répété et répété et répété encore. Les gens n'achètent pas vos produits ni vos services. Ils investissent dans les résultats. Donc, et c'est ça qui fait qu'un start-up peut penser avec peu de ressources de pouvoir changer le monde. Ça ne prend pas grand-chose pour révolutionner la vie de quelqu'un. Mais il faut trouver justement ce point de levier. Le danger, le grand danger en établissant ces prix, c'est de se placer dans la mauvaise partie du continuum entre commodité et expérience. Donc, par exemple, on prend le café. Le café. Donc, si vous allez au Starbucks, vous payez combien pour un café? Ben, 5 piastres facilement. Ça fait un couple d'années depuis que je l'ai écrit, ça a monté pas mal. Puis, ça coûte combien à Starbucks à le faire? 3 cents. Oui, 3 cents. Ça, c'est probablement exagéré, ça. C'est probablement moins cher que ça. Donc, le coût pour bâtir quelque chose est vraiment pas grand. Mais si vous rentrez dans un Starbucks, puis vous demandez juste 10 sous pour une tasse de café, qu'est-ce que vous direz? Probablement que ça vient d'une machine, puis la machine n'a pas été lavée depuis longtemps, puis ça goûte probablement pas bon. Donc, le but ici, c'est d'établir des prix pour que les gens perçoivent où vous vous situez dans ce continuum-là. Êtes-vous une commodité? Est-ce que vous essayez de pousser les prix vers le bas? Donc, dans une commodité, la commodité modèle en ce moment, c'est quoi? C'est l'essence que vous mettez dans votre voiture. Que je vais chez Shell, que je vais chez Esso, que je vais chez un autre. C'est toute la même essence. Puis, donc c'est vraiment une commodité. C'est pour ça que les prix sont pas mal le même partout. Et si quelqu'un peut sauver un 5 sous, comme quand ils vont ouvrir chez Walmart ou Costco ou quelque chose comme ça, vont ouvrir leur pompe à essence, là, tout le monde s'en va là. Ils vont attendre 1 heure en ligne, brûler 5 piastres de gaz pour sauver 10 cents, mais les gens perçoivent le gasoline comme étant une commodité. Donc, c'est très, très, très difficile de compétitionner là-dessus. Mais si on prend le 10 sous de graines de café que ça prend pour faire une tasse de café, puis maintenant, on s'en va chez Metro, puis on achète du Maxwell House. Qu'est-ce qu'on a? On a encore le même café, mais qu'est-ce qui arrive ici? Il y a une marque. Pardon? Il est déjà moulu, donc il y a déjà un élément de service. Donc, pourquoi j'achèterais du Maxwell House? Ben, c'est parce que je vais avoir du café chez moi plus vite que si j'ai besoin de tout préparer à partir de graines de café. Mais je sais aussi qu'est-ce que j'achète. Il y a aussi le fait que c'est quelque chose de fiable. Donc, je sais que le résultat, ça va être du Maxwell House, qui n'est pas pire, selon les situations. Maintenant, si je m'en vais ici, il doit y avoir un comptoir à café ou quelque chose comme ça, puis j'achète un café, puis on me le sert pour 1,50 piastre. C'est quoi la différence ici? Quelqu'un qui l'a fait pour moi. Il y a une facilité, là, comme il dit, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est local. C'est local, puis c'est fait. C'est ça, je pense et c'est fait. J'ai le café dans ma main. Et je suis prêt à payer pour ça. C'est encore le même 10 sous de graines de café. Oui? Comme que la machine à café se retrouve entre le produit et le service, vu que c'est une machine qui... Oui, peut-être ça c'est un Keurig ou... C'est ça, un Keurig ou quelque chose comme ça. Une machine qui est plus raffinée, qui fait du très bon café, mais c'est encore... Le coût du produit initial, c'est encore juste un 10 sous. Puis si je vais le prendre chez Starbucks ou Second Cup ou Café Myriade ou whatever, c'est quoi la différence ici? La bâtisse qui vient avec. La bâtisse, l'atmosphère, l'expérience. Mais ça leur coûte quand même le même 10 sous de café.
Donc, il y a différents... Tu peux rentrer, Jean. Donc, il y a différents niveaux où vous pouvez placer la valeur de votre produit. Sur le App Store, je vois ça souvent. C'est quoi le plus que vous avez payé pour un app sur le App Store, que ce soit Android ou iOS? 10 piastres, 0. 80, oui. 2 piastres, 20 piastres. Donc, l'app à 80, c'était quoi? C'est quand même un peu plus cher que ça, c'est Daylight. Des quoi? Daylight. C'est un CRM pour... OK, donc c'est un CRM. Donc, ça donnait un grand impact. Moi, j'ai payé 50 $ pour un app sur l'App Store qui me permet... C'était le premier app qui me permettait de faire mes canevas de modèles d'affaires sur mon iPad. Puis je l'ai encore, puis ça fonctionne super bien. J'ai payé récemment 30 $ pour OmniFocus pour mon iPad, puis un autre 20 $ pour l'avoir aussi là-dessus, puis un autre, je pense que c'était 80 $ pour l'avoir sur mon Mac. Mais c'est parce que je voulais l'expérience, je voulais le résultat. Ça n'a pas coûté plus cher à coder que quelque chose qui est donné comme freemium. Mais c'est le résultat que je voulais. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Puis, quand vous établissez vos prix, c'est où vous voulez vous placer comparativement à votre compétition, aux alternatives, et comment vous allez... C'est quoi le message que vous communiquez avec votre prix? Et oui, c'est le fun de dire, oui, on le donne gratuitement, on le donne à petit prix, ou on le donne gratuitement, puis après 30 jours, il faut faire un in-app purchase. Donc, toutes ces choses-là communiquent des messages à vos clients. Puis, il faut être conscient de c'est quoi, quel message vous êtes en train de leur donner avec vos prix. Questions? Commentaires? Donc, il y a moyen de charger, comme vous avez vu, un 50 $ ou un 80 $ si votre application livre vraiment une expérience hors pair. L'autre élément aussi, en établissant vos prix, c'est de prendre en compte que c'est vraiment un continuum d'offres. Puis, c'est un continuum d'offres. Donc, il y a des offres qui sont... les gens arrivent, puis la première expérience qu'ils ont avec vos offres, ils ne sont pas prêts nécessairement à dépenser des gros pièces tout de suite. Oui. Ah. Oui. Ben, c'est juste qu'il y a une dissonance entre l'expérience et la commodité. Comme on parlait de Starbucks, l'expérience est là, le marketing est là pour ça, tous les employés, blablabla. Mais si la commodité est pourrie, bien que l'expérience est super. Oui, puis c'est ça qui est... Le café dégueulasse, mais que... Oui, ou leur sandwich dégueulasse ou quelque chose comme... Et c'est pour ça puis si on continue avec l'exemple de Starbucks, quand la compagnie a été reprise par Howard Schultz, le cofondateur, c'est ça qu'il a dit exactement, que Starbucks est allé beaucoup trop sur l'expérience et pas assez sur le café. Donc il a écrit un livre, It's All About the Coffee, puis il a dit, non, on remet l'importance sur le café. Oui, tout le reste, mais on enlève, il avait vendu, ils avaient même acheté une compagnie de disques, ils avaient acheté toutes sortes de services et de choses avec l'intention de rehausser l'expérience, mais qui leur faisait dévier de leur mission. Donc, des fois, il faut revenir sur la mission. Donc, c'est ça. Et d'autres exemples, par exemple, avec ce qui me vient à l'idée, c'est Microsoft. Microsoft, pendant des années, était l'incontournable. Oui, c'est passage obligé. C'est passage obligé. Puis là, qu'est-ce qui arrive avec Windows 8, quand c'est arrivé? Là, les gens ont dit, ah non, je n'ai plus la même expérience, puis ils veulent quand même que je paye 100 $, 150 $ pour faire une mise à niveau. Je vais regarder mes autres alternatives. Et c'est ça. Donc, il faut toujours se poser la question, où est-ce qu'on se place dans ce continuum-là? Bonne question. Donc, le continuum d'offres. Quand quelqu'un me rencontre pour la première fois, oui, ils ont une idée de qui je suis, mais ce n'est pas encore clair. Ils sont curieux. Est-ce qu'ils sont prêts à payer 50 $, 100 $, 200 $? Pas nécessairement. Probablement pas. Puis, donc, ce qu'il faut avoir, c'est il faut avoir un niveau d'offre qui est vraiment, qui vous aide à vous faire connaître,
qui requiert seulement un investissement minimal de temps et d'argent de la part de votre client. Ça leur donne une expérience momentanée de qui vous êtes. Donc, les gens vont arriver, souvent, j'appelle ça une offre de communication, parce que le but, c'est de diffuser un message. C'est de communiquer votre positionnement. C'est quoi votre proposition de valeur? C'est ça qui arrive ici dans les offres de communication. Donc, souvent, c'est votre site web est une offre, votre blog est une offre, votre page Facebook est une offre, votre infolettre est une offre, vos landing pages, ce sont tous des offres de communication qui communiquent un petit goûter de qui vous êtes. Mais il faut avoir ça dans votre gamme d'offres. Il faut penser à ça tout de suite. Puis, pour la plupart des gens, juste visiter votre page web, ils vont regarder, vont lire un couple de billets sur votre blog, et c'est assez pour eux, ils vont s'en aller, ils ne reviendront plus, ou ils vont en parler à d'autres, ça c'est correct. Le but, c'est de communiquer. Mais il y en a d'autres qui veulent aller plus loin. Ils disent, oui, j'aime ce que je lis, j'aime ce que j'entends, j'aime ce que je vois, je veux en avoir plus, je veux avoir une expérience plus profonde, il manque un E. Donc, il faut avoir des offres de participation qui leur permet de faire plus une exploration du résultat que vous créez pour eux avec un investissement moyen de temps et d'argent. Donc là, c'est peut-être downloader notre application gratuitement, freemium, puis vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours gratuitement. Ou voici une version light de notre offre, ou voici quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Donc, mais le client investit maintenant plus de temps, plus d'argent, plus d'attention. Le client est maintenant entré dans ce que vous offrez. Puis, pour la plupart des gens, encore, ceux qui arrivent ici, c'est assez pour eux. Mais après ça, il y en a d'autres qui veulent aller encore plus loin. Ils sont prêts à mettre un investissement intensif de temps et d'argent, d'attention. C'est devenu prioritaire pour eux. Ils veulent vivre une transformation. Donc vraiment, ils veulent vivre le résultat que vous leur offrez. Et ils sont prêts à payer le gros prix pour faire ça. C'est très rare que quelqu'un va arriver directement, puis ils vont vouloir payer le gros prix. Ça arrive de temps en temps, mais c'est très, très rare. Ce que vous voulez, c'est monter vos prix avec une gamme de prix qui correspond à leur désir de quel niveau d'expérience qu'ils veulent, puis c'est quoi l'investissement qu'ils sont prêts à mettre. Et c'est pour ça que je dis dans le Canva de penser à 4 ou 5 flux de revenus différents et aller au-delà de juste la publicité. La publicité, ce serait quoi comme revenu? C'est un revenu de communication. Donc, ce n'est pas un revenu assez pour faire vivre la compagnie, mais c'est une façon d'attirer des gens et se faire payer un peu par une tierce partie. Donc, la publicité vous paye les frais de couvrir ces activités de communication-là. Moi, dans mon expérience, j'utilise souvent la règle de 80-20. 80% des personnes qui arrivent, qui regardent, qui veulent échanger avec moi sont satisfaits avec mes offres à ces niveaux-là. 20% des personnes veulent vraiment être transformées, ils payent le gros prix, mais c'est ce 20%-là qui donne 80% de mes revenus. Donc, c'est une façon de le voir. C'est pas scientifique. Mais la grande majorité des gens veulent juste avoir une petite idée de ce que vous voulez faire. Donc, il faut être prêt à les accommoder, mais il faut donner place aussi à ceux qui veulent vraiment s'investir dans le résultat que vous voulez leur faire créer, leur faire vivre. Donc, qu'est-ce que ça vous donne maintenant comme idée, jusqu'à date? Ben, moi, je trouve que ça va très bien avec BIM1. Là. Oui. On est en train de sortir un add-in, puis là, oui. on s'est demandé le prix, puis là, on a passé.
entre gratuit et 300 là, on ne savait pas trop. C'est ça. Puis là, je trouve qu'on est dans la phase participation. De quoi de petit, puis on sait qu'il y a une dizaine de clients qui veulent tout de suite l'acheter. Oui. Fait que, puis si on en sort quelques-uns comme ça, après ça, peut-être qu'on va avoir des plus gros clients qui vont vouloir payer des milliers de dollars là, pour avoir de quoi. OK, là, on vous connaît, on a utilisé OADIN à 80 là. Fait que, je trouve ça intéressant, ce flow-là. Puis ça coûte le même prix, possiblement, plus ou moins, de bâtir le add-in qui va aller ici ou ici, mais c'est là de voir c'est quoi l'impact. Ouais. Oui. Nous autres, ça pourrait être comme la communication. Quand le monde, ils font juste s'inscrire sur la plateforme, ils ont accès à de la documentation. C'est ça. La participation, faites l'essai de nous appeler pour qu'on vous conseille un traitement. Oui. Puis la transformation, c'est en payer pour un plan de traitement, on vous prend en charge pendant 3 mois. Excellent, c'est exactement ça. Oui. Plus tu arrives bas aussi, plus le client est convaincu que son problème va être résolu par ton produit. Oui, exactement. La correspondance problème-produit, elle se spécifie, elle se définit, tout arrive en bas aussi. Oui, puis il y a un engagement ici. Les gens qui vivent vos offres de transformation sont les gens qui vont être vos meilleurs, vont vous référer. Ceux qui ont un lien d'appartenance. Un lien d'appartenance, exactement. Ils sont convaincus rendus ici. Et c'est pour ça que je préfère, même pour moi, dans mon travail, ce que je fais, même si quelqu'un arrive et dit « Oui, je veux travailler avec vous tout de suite à ce niveau-là », je leur suggère de participer à mes offres qui sont ici et ici avant, juste pour confirmer. Est-ce que vous voulez vraiment aller à ce niveau-là? Donc, il y a des façons de pouvoir structurer vos offres et votre échelle de prix et comment les packages, les forfaits que vous créez pour garantir que les gens qui viennent ici, qui vous payent le gros prix, ils sont engagés puis ils veulent. Et le règle que moi je dis, c'est que le client doit l'avoir besoin qu'on travaille ensemble au moins 2 fois plus que moi j'ai besoin de travailler avec le client. Donc, la responsabilité est vraiment au client de dire « Oui, je le veux, puis je vais le faire ». Donc, c'est ça. C'est pour ça que votre prix, le prix que vous allez demander, ça communique la valeur de votre offre et c'est un signal très important pour comprendre quelle est la valeur que vos clients accordent à un résultat. Un résultat satisfaisant, les bénéfices que vous leur apportez. C'est quoi leur niveau d'engagement? Combien sont-ils prêts à payer? Puis si les gens disent, oui, on le veut, mais on le veut gratuitement, c'est bien beau, mais vous n'êtes pas un OSBL. Vous êtes un organisme avec but lucratif, pas sans but lucratif. Donc oui, peut-être les gens le veulent, mais là, il faut vous poser des questions. Si personne n'est prêt à payer, est-ce que ça mérite qu'on monte une entreprise autour de ça? Puis aussi, quelle valeur vos clients interprètent par votre politique de prix? Donc, les stratégies et les tactiques que vous allez utiliser deviennent très, très importants. Aussi important et même plus important que la qualité de votre offre. Vous pouvez avoir la meilleure offre, mais si le message qui est communiqué par vos prix n'est pas en alignement avec ce que les gens perçoivent, ce que les gens s'attendent, ça ne lèvera pas. Si on regarde l'historique des innovations, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Le Betamax versus le VHS. Pour ceux qui se rappellent c'est quoi. Je pense que je dois mettre mes exemples à jour. Mais quel autre exemple? Oui. Blu-ray versus DVD. OK, on avance au moins d'une décennie. Mais c'est ça. Apple versus Android. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher de construire un iPhone comparativement à un Android? Non. Mais les signaux qui sont donnés par les prix que Apple demande, ça attire les gens et ça crée justement ce niveau de confiance qui fait en sorte que, oui, je le veux. Si on regarde Apple, dans l'environnement d'Apple, ça serait quoi?
leur offre de communication, c'est quoi? Probablement iTunes, qui fait entrer des gens dans leur écosystème. C'est gratuit. Oui? Pardon? Le Apple Store. Le Apple Store, la même chose. Les gens peuvent aller là, puis regarder, puis toucher. Puis participation. Leur offre de participation, leurs offres moyennes sont les choses comme les Apple TV, puis leur spécial à 99$, la location de films, ces choses-là. Puis après ça, transformation, bien, une fois que j'avais acheté mon Mac, bien, il fallait que j'achète un iPhone, un iPad, un Apple TV, un Apple Express, un ci, un ça. Donc, je suis dans l'écosystème, je suis transformé, je me promène avec une pomme sur la tête. Donc, et c'est ça qu'il faut penser, comment bâtir cet écosystème-là et comment garder les gens dans l'écosystème. Et je lisais, j'ai lu plusieurs fois que la plus grande invention de Steve Jobs n'était pas le iPhone, mais c'était l'écosystème autour, qui obligeait les gens de rester sur iPhone, le App Store. C'est 30% de chaque dollar qui passe par l'App Store va directement dans les coffres d'Apple. Que Apple a fait quelque chose ou pas. Donc ça, c'est génial. Donc c'est de trouver dans votre structure de flux de revenus, comment vous pouvez créer ce flux passif qui entre, qui fait beau, qui fait mauvais, que l'économie va bien ou l'économie va mal. Puis maintenant, Apple a plus d'argent dans ses comptes de banque que plusieurs pays. Donc, c'est quelque chose. Commentaires, questions à date? OK? Donc là, on s'en va. Maintenant, comment ça coûte? Établir vos prix. Il y a 3 façons d'établir ces prix. Donc, relatif au coût que ça vous prend pour le produire. Relatif à la concurrence. Donc, où est-ce que vous voulez vous placer entre commodité puis expérience. Ou relatif au client. Qu'est-ce que le client est prêt à payer? Donc, il y a 3 façons, ou une combinaison des 3. Relatif au coût, c'est, dans votre domaine, le but, c'est de vous faire payer plusieurs fois pour faire les choses une fois. Donc, ça s'applique moins dans le domaine où il y a un élément technologique, mais c'est un point de départ. Quand on ne sait pas par où commencer, c'est un point de départ. Et ça dépend beaucoup de votre structure de coût. Donc, c'est ici que ça devient très important de garder vos coûts de production, les coûts pour louer vos bureaux, tout ça, au minimum. Parce que chaque dollar que vous dépensez de plus dans votre structure de coût, c'est un dollar qui s'enlève de votre marge. Et ce qui arrive aussi à l'étape de start-up, les prix que vous allez établir, juste parce que vous n'êtes pas encore organisé de façon efficace, vont être trop hauts pour le marché. Ou peut-être c'est trop bas. Donc, c'est très difficile de voir le signal qu'on émet si on regarde juste relatif au coût. Donc, pour la plupart de vos projets, ça va être plutôt relatif à la concurrence ou relatif au client, pas nécessairement relatif au coût. Relatif à la concurrence, c'est de voir où voulez-vous placer comparativement aux autres options qui se présentent aux clients. Et c'est là qu'il faut tester. Il faut vraiment tester différents niveaux. Il faut vraiment comprendre sa proposition de valeur. Et le danger, c'est que c'est vraiment tentant de compétitionner contre gratuit. Puis quand on essaie de compétitionner contre gratuit, on ne peut pas gagner. Oui, on perd. Donc, et c'est difficile d'augmenter son prix. Ça, c'est l'autre. Ce que je recommande souvent, c'est de commencer avec un prix qui est beaucoup trop haut pour le marché. Vous pouvez toujours donner des escomptes, mais de commencer avec un prix qui est beaucoup trop haut, puis après ça, au lieu d'avoir à baisser vos prix, tout ce que vous faites, c'est vous offrez des coupons rabais ou des choses comme ça, puis les rabais expirent, puis éventuellement, vous êtes capable de vous placer plus haut dans le marché.
Mais oui. Comme moi, j'utilise un truc pour les vidéos, des banques de vidéos. Je l'ai acheté parce que là, c'était 100$ au lieu de 940 pour la C'est ça. Puis après, il m'offre si j'ai des amis qui veulent l'acheter à 100$, ils me donnent 20$, mais ça a l'année longue. C'est ça. 100$. Mais ça vaut la peine pareil à 100$. Mais Oui, oui. je ne l'aurais pas acheté s'il m'avait dit prix régulier 100$. Oui, c'est ça. Donc, il y a un message. Oh, oui, c'est juste 100$ et ça vaut 900$ parce que vous avez mentionné ce prix-là et c'est là dans leur tête. Donc, des façons de dire, c'est présentement, oui, ça vaut 200$, mais on vous l'offre à 20$ pour un temps limité. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Il faut faire attention de ne pas donner trop d'escompte et la façon dont vous communiquez cet escompte-là. Mais d'habitude, je dis à ceux qui viennent me voir, doublez vos prix tout de suite. Puis avec vos clients existants, donnez-leur le rabais qui le ramène au tarif que vous facturez en ce moment, juste le temps que c'est le temps de renouveler. Puis, comme Netflix va monter, tous les services d'abonnement que j'ai abonnés parce que le prix n'était pas pire. Mais là, je me rends compte que là, ils sont en train d'essayer de monter les prix des abonnements. J'ai entendu dire qu'il y a Amazon qui voulait proposer un service comme Netflix, mais gratuit. Oui. Bientôt. Oui. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être gratuit. Ben, ils vont dire, parce que aussi on va parler de freemium tantôt, ils sont capables de l'offrir gratuit parce qu'il y a quelqu'un qui paye finalement. C'est peut-être pas le client, mais il y a quelqu'un qui couvre les coûts. Mais éventuellement, ils vont être obligés d'augmenter les prix. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de dire c'est gratuit ou est-ce que peut-être ils devraient dire c'est 10$ par mois, mais pour les 12 prochains mois, c'est gratuit. Comme les forfaits de cellulaire. Ce qu'ils nous disent, ils disent oui, c'est 29,99 par mois. Puis après ça, il faut voir en bas de la page écrit en tout petit, juste pour les 3 premiers mois. Puis après ça, c'est 69,99. Donc, il faut faire attention avec les jeux que vous faites avec vos prix. Mais relatif à la concurrence, peut être une bonne façon d'ouvrir son signal, d'ouvrir puis de se placer en haut ou dans la moyenne ou en bas comparativement aux alternatives. Relatif à l'utilisateur, ça peut être vraiment le fun, comme ça peut être très, très frustrant. C'est de demander aux gens combien vous voulez payer. Pas combien êtes-vous prêt à payer, mais combien voulez-vous payer. C'est deux questions très, très différentes. Mais il y a des systèmes comme ça, puis récemment, comme le week-end dernier, j'ai fait une mise à jour de Ubuntu, puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. C'est gratuit, mais il y a une page qui arrive, OK, voici toutes les fonctionnalités qu'on vous offre, puis on met ces 2$ par fonctionnalité, puis en bas, il y avait un total, je pense que c'était 12$ ou quelque chose si je voulais payer, ou si je voulais l'avoir gratuitement, je l'avais gratuitement quand même. Mais ça, c'est des façons de voir c'est quoi le signal que les gens s'attendent. Oui. Ça, c'est pas pour les impôts. Quand c'est un don, c'est pas imposable? Non, c'est un prix. OK, mais les trucs là avec c'est gratuit, mais faites un don, là, il y en a beaucoup qui font ça à la musique. Oui, mais c'est pas des impôts, dans le fond, mais... Non, mais c'est un prix. Donc, tout ce qui est les contributions volontaires, il faut ajouter TPS, TVQ si vous êtes inscrit, et c'est compté comme étant des revenus d'entreprise, des revenus de vente. Donc, puis même chose avec le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est des revenus de vente. Donc, vous payez TPS, TVQ quand ça vient le temps de déclarer ça, puis ça rentre dans vos ventes quand ça vient le temps de faire les impôts. Mais c'est une façon de le faire, puis avec le crowdfunding surtout, les sites qui vous permettent, PayPal a un mécanisme aussi qui vous permet de faire payer ce que vous voulez relatif à l'utilisateur. C'est une façon de le faire, mais il faut vraiment faire beaucoup de tests. C'est là où on fait beaucoup de tests, A/B testing qu'on appelle. Donc, dépendant d'où est-ce que quelqu'un arrive sur votre page, ils vont voir des grilles de prix différents. Donc, quelqu'un va voir peut-être ça coûte 100$,
une autre personne va arriver, puis ça coûte seulement 50 $. Puis, donc, il faut faire beaucoup de tests pour voir c'est quoi les taux de conversion, puis ces choses-là, on va en parler tantôt. Il faut être prêt à tester. Source de revenus maintenant. Donc, oui? Un élément que tu n'as pas parlé dans le relatif à l'utilisateur avant, c'est d'y aller en fonction du gain que l'utilisateur a. Oui. Parce que souvent, tu vas dire, ben, mon prix, si je me compare à un compétiteur, parce que le but d'un startup, c'est complètement différent d'un compétiteur aussi. C'est de trouver une niche où bon, on dit qu'il n'y a pas de compétiteur, c'est jamais vrai, là, sauf que tu fais comparer quand même à d'autres personnes, mais tu amènes un gain, puis ce gain-là est souvent mesurable et démontrable, ben, tu peux facturer en fonction du gain aussi. Là. Oui. Ça, ben, tu ne viens plus de comparer à tes compétiteurs parce que les autres ne viennent pas mesurer ce gain-là pour l'utilisateur. Tu peux peut-être en parler là-dedans. Oui, puis, mais c'est un très bon point. Puis c'est là que, surtout au début, ça devient intéressant parce que vous voulez quand même comprendre c'est quoi la valeur que le client attache à l'impact et au résultat. Ça permet de voir aussi s'il croit en ce que vous dites. Exactement. Si vous lui faites sauver 10 000 dans l'année, ça lui en coûte 2 000, puis vous êtes même prêt à lui faire changer 2 000 à la fin de l'année, puis il n'embarque pas, ben là, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Continuez à pousser jusqu'à d'aller trouver la vraie. C'est ça. C'est ça. Il faut que le prix soit assez haut pour que la personne retient son souffle pendant un instant, puis après ça dit « oui, je le veux ». Mais il faut faire réfléchir. Si la personne regarde le prix, puis fonce trop rapidement pour dire « oui », ça veut dire que vous avez laissé de l'argent sur la table que vous auriez pu prendre. Oui. Nous autres, en ce moment, on a mis un prix sur notre premier plugin. Là. On a comme peur que le client, il y en a une dizaine qui ont dit « oui, oui, on le veut ok. », mais on a comme peur que... On a confiance en notre produit, là, mais qu'ils disent « hey, ça valait pas 80$ finalement, j'ai trouvé le similaire gratuit », puis qu'au prochain, on va faire, que l'image, la communication qu'on fait, je ne sais pas, y a-tu... Il faut vraiment, puis surtout au niveau de start-up, il faut vraiment faire un suivi à fond. Puis moi, ce que je dirais dans ton cas, si le prix, c'est quelque chose qui est sensible, c'est de dire c'est 80 $, puis avec ça, vous avez un coupon de 40 $ pour votre prochain achat. Des choses comme ça aussi. Donc, il y a différentes façons de pouvoir tester ça, mais il ne faut pas baisser ses prix. Puis, je viens de penser à un autre. Là, on va le faire en phase bêta, là, avec une dizaine de clients, gratuitement, à cause d'une phase bêta. Puis eux autres, ça serait intéressant de leur dire, on avait l'intention de le vendre 80 $, est-ce que c'est un prix raisonnable à vos yeux? Ou... Oui. Bien, une fois que le résultat a été fait, puis le lien de confiance, parce que vous voulez être capable de poser ces questions-là très ouvertement, sans que l'autre personne essaie de gamer, de jouer un jeu avec vous. Même sans leur dire que tu voulais faire 80 $, si tu leur demandes tout simplement si tu veux. Carlos? Dans ce cas, c'est mieux de faire un focus group, je pense, pour tester le prix. Ça marche? Moi, je ne suis pas un grand amateur des focus group parce que tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas vraiment un engagement, c'est difficile, surtout autour des prix. Un focus group qui est prêt à sortir leur carte de crédit ou leur cash pour l'acheter à la fin du focus group, là, j'aurais plus de confiance. Mais c'est une des méthodes, dépendant de comment vous voulez déterminer vos prix, c'est une des stratégies qui se fait. Mais c'est ça, ce que je vois que vous comprenez, c'est que établir ces prix, c'est vraiment un art. Il n'y a pas de science. Puis comme vous voyez aujourd'hui, ça c'est juste quelques stratégies que vous pouvez utiliser. Puis, mais il faut le tester, mais le but ultime, c'est de toujours dire, en cas de doute, vous mettez votre prix plus haut, puis vous donnez des escomptes. Pascal? Oui, bien, vu que c'est un art, y a-t-il du monde qui sont bons pour travailler avec des startups pour déterminer des prix? Dans le fond, c'est on y va comme on feeling, comme on y pense, en testant les affaires? Il y a des entreprises de marketing, j'en connais un spécifiquement à Montréal, qui développent une compétence spécifique avec les startups, un peu comme ce que Jean-Michel est en train de développer ici à Québec. Mais de façon réaliste, dans notre réseau au Québec, il n'y a personne qui est spécialisé là-dedans. C'est vraiment une décision de l'entrepreneur.
C'est pour ça que là, il faut penser comme entrepreneur et pas juste comme développeur ou fournisseur de services. Ça dépend aussi des stratégies, parce que dans la réunion précédente des 2 semaines dernières, on disait qu'il y avait aussi des innovations qui étaient de briser le marché. Fait que, tu ne brises pas le marché en ayant des prix plus hauts que tout le monde. Ben, peut-être. En ayant des prix plus bas. Ben, regarde Apple. Apple, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont... Ouais, c'est vrai. Même Starbucks. Oui. Il y a un élément aussi, c'est que plus tu es bas dans la pyramide de Maslow, moins tu peux disrupter le marché au niveau de ton prix. C'est ce qu'on dit. Parce que là, tu es dans la commodité. Tu es carrément dans la commodité, alors que plus tu t'adresses au plaisir et au loisir, plus ça devient subjectif. Puis là, ben, dans les parfums, tu es en haut, là. Tu es pas mal en haut, puis les prix des parfums, ça part de 20 jusqu'à 5 000 $ la bouteille. C'est en fonction du branding, c'est en fonction du marketing, puis ça n'a pas bien d'impact sur le coût de production. Le coût de production est pas très très haut. Je vais passer à ici, les sources de revenus, parce que c'est connecté au travail que je veux que vous fassiez pendant l'heure du midi. Donc, il y a 3 façons de créer des revenus. Vous faites payer l'utilisateur, donc c'est vraiment votre client qui paye. Vous faites payer une 3e partie, donc ça serait quoi comme exemple? Sinon, qui met de la publicité sur la publicité et les investisseurs. Twitter, en ce moment, leur flux de revenus vient des investissements. Et où vous payez pour eux. Donc, ça, c'est une autre. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, ces 3 choses-là. Donc, faire payer l'utilisateur. Donc, forfait, souscription, location, licence, affilié par heure. Je vais juste regarder très rapidement c'est quoi ces différents éléments. Donc, un achat direct. Puis l'achat direct, donc, il y a un transfert de titres de propriété. Et ça se fait de moins en moins maintenant, parce que l'achat direct, c'est une transaction, c'est fait, puis après ça, il n'y a plus de lien avec le vendeur. C'est très difficile de faire des ventes répétées avec un achat direct. C'est pour ça que c'est vraiment en train de baisser en popularité dans le domaine technologique. Le forfait, ça c'est assez populaire, donc un prix fixe pour un nombre de transactions qui est limité. Il y a des privilèges de mise à niveau, ça inclut des bonus, des choses comme ça. Donc c'est les forfaits que vous connaissez bien. Souscription, la différence c'est que souscription, je l'ai juste à temps que je ne paye plus, puis quand je ne paye plus, je n'ai plus accès. Puis de plus en plus, les entreprises veulent aller vers ça parce que Adobe, c'est l'exemple, Office 365 s'en va vers là. C'est parce qu'ils savent que vous êtes obligé de payer une fois que vous avez vos systèmes. Donc c'est pour ça que je vais rester avec mon vieux... j'ai utilisé Office 2000 pendant 10 ans. Donc Office 2010 que j'ai en ce moment, il me reste encore un autre 10 ans là-dessus. Donc parce que moi, j'aime pas les souscriptions, mais... En tout cas, oui. Nous autres, dans notre start-up, on aime ça quand les licences de tablette, c'est 25 000. Fait que là, on les loue à 1 000 $ par mois. Oui. Puis même affaire au Microsoft, à la place d'acheter l'affaire à 500 $, on paye 30 $ par mois. Oui. Pour le cash flow, les 2-3 premières années, nous autres, c'est super. Oui, et ça, c'est le grand avantage. Puis aussi, la propriété appartient à vous. Puis Adobe, quand même, à 50 $, j'ai accès à tous les outils d'Adobe. Avant, ça me prenait quoi, 2-3 000 $ pour l'acheter. Donc, il y a des avantages aussi pour le client. Donc, c'est une stratégie qui peut fonctionner bien. Location, donc vraiment utilisation temporaire. Il y a des limites dans comment c'est utilisé. Ça, c'est surtout s'il y a beaucoup de hardware qui est connecté. Moi, je dirais aller vers la location. Donc, les coûts d'acquisition du bébel sont assez hauts. Licence. Puis, je pense que Nicolas Sapp va vous parler un peu plus des licences et comment ça fonctionne. Mais ça, c'est presque tous les logiciels maintenant, c'est des licences. Donc, dès que vous ne respectez plus la licence, vous êtes coupé. Des affiliés, des programmes d'affiliation. Puis, dès que vous voulez bâtir une communauté autour de votre projet, les modèles d'affiliation sont très intéressants.
Puis, il y a beaucoup de logiciels qui, c'est plug and play, vous arrivez là, puis vous mettez le code dans votre site, puis ça crée des affiliations directement. Par utilisation, puis ça c'est quelque chose, par transaction, par utilisation, c'est une façon de le faire, mais ça doit se faire sans friction, donc vraiment d'une façon naturelle. La personne doit presque oublier le fait qu'elle est en train de payer, si vous le faites de cette façon-là. Donation, comme on a mentionné tantôt, c'est difficile de recevoir des revenus, c'est difficile de communiquer la valeur. Je l'ai testé avec des services, puis j'ai jamais été content de ce modèle-là. Puis je vois des fois d'autres coachs, d'autres conférenciers qui l'essayent, pensant qu'ils sont en train de réinventer la roue. Mais personnellement, je trouve ça c'est un modèle difficile. Mais selon le message que vous voulez communiquer, ça peut être intéressant comme un des flux. Freemium, je pourrais en parler pendant une journée. Sans frais pour un certain usage, possibilité de convertir. Puis c'est ça, si vous avez l'idée d'offrir un freemium, il faut absolument, dès le début, avoir une stratégie pour les convertir en clients payants. Il faut que ça fasse partie du freemium. Sinon, c'est donné. C'est de la charité que vous faites. Mais freemium avec une stratégie de conversion, ça, je peux l'accepter. Je peux acheter votre idée. Le problème avec freemium, c'est que ça coûte quand même de l'argent pour soutenir un client gratuit. Et d'où vient cet argent-là? Si ça vient de votre burn rate, si ça vient de votre taux de consommation d'argent, qu'on va parler cet après-midi, ça coûte très, très cher. Donc, il faut trouver un moyen de faire payer quelqu'un pour les coûts de soutenir un client gratuit. Mais c'est quelque chose qui vous permet d'entrer dans le marché. Moi, il y a un modèle que j'adore. J'ai un outil d'écriture qui s'appelle Scrivener. Puis il le donne 30 jours gratuits, mais c'est 30 jours non consécutifs. Donc, j'ai un petit netbook que j'utilise seulement de temps en temps. Puis ça fait 1 an que j'ai Scrivener là-dessus, que je n'ai pas encore eu besoin de payer. Parce que j'utilise le logiciel seulement de temps en temps sur ce poste-là. Donc, il y a différentes façons de penser freemium. Ce n'est pas gratuit pour toujours. Il y a peut-être des limites. Un autre exemple, c'est Evernote, que leur freemium est très, très généreux. Mais je paye quand même. J'ai décidé d'être Evernote Premium. Donc, je paye mon 50 $ par année parce que j'aime tellement le service que je veux m'assurer que l'entreprise demeure viable. Donc, il y a différentes façons. Il y avait 2 questions ici. Oui. En vidéo aussi, mettons des sites avec des abonnements pour avoir accès à des vidéos. Là. Oui. Il y en a qui font ça, où je travaillais, c'est qu'ils calculaient genre tant de minutes par jour. Oui, c'est ça. Comme des jeux aussi, des applications, c'est t'as 5 vies, là, puis là, après, si tu as tes vies, tu attends une demi-heure pour avoir une vie. Fait que, tu sais, mais sinon, tu peux acheter. Fait que là, le monde, c'est là qui... Exactement. Jean. En fait, la façon... En fait, ce qui va convaincre les gens de payer, c'est beaucoup lié pas à l'expérience, mais on parlait, c'est quand tu arrives dans un restaurant avec ou à l'expérience. Oui. Parce que si tu veux pas te casser la tête, par exemple, avec un logiciel, tu vas être prêt à le payer parce qu'il fonctionne bien, puis il fait très bien ce que tu as besoin de faire. Mais tu ne seras pas prêt à payer la même chose pour un autre logiciel qui va être mal foutu, ou qui va planter, ou qui va... Donc l'expérience compte beaucoup dans... L'expérience compte pour beaucoup. Puis ce que je vois de plus en plus aujourd'hui, c'est que moi, j'utilise beaucoup de services gratuits. Si ce n'était pas des investisseurs de Silicon Valley, je pense que mes coûts d'opération de mon entreprise doubleraient. Mais ce que je vois, ce qui arrive un peu trop souvent à mon goût maintenant, c'est que les services gratuits, après 1 an, 1 an et demi, ferment. Puis ils donnent seulement juste un couple de semaines pour aller chercher ces informations. Puis moi, comme consommateur, je me pose la question, si c'est gratuit, il faut que quelqu'un paye. Est-ce qu'ils sont en train d'utiliser mes informations pour les vendre à quelqu'un? Donc, c'est pour ça que, personnellement, moi, j'utilise des adresses courriels jetables et toutes sortes de choses. Mais freemium, c'est pas le rabais que les gens pensaient. Donc, ça revient, c'est quoi le message que vous voulez envoyer avec votre prix? Puis,
c'est ça, justement, vos tactiques de prix. Il faut tester, il faut tester, il faut tester, toujours être en train de tester. Puis c'est totalement correct de demander à une personne un prix A, puis l'autre personne un prix B qui est 2 fois, 3 fois A. Ça, c'est correct. Les hôtels font ça tout le temps, les compagnies d'aviation font ça tout le temps, les compagnies de location de voitures font ça tout le temps. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le même prix pour tout le monde. Oui, Marie-Michel. C'est ça, j'avais vous demander, si on peut faire comme un espèce de multivariate ou A/B testing. C'est ça. Ouais. Oui, et ça se fait souvent. Dans Founder... Pardon? Est-ce que c'est légal? Là, Oui, c'est totalement légal. Oui. Puis c'est ça qu'il faut, se départir de l'idée que demander à payer 3 fois le prix de quelqu'un d'autre, surtout si c'est dépendant d'où est-ce que la personne vient, sa capacité de payer, toutes ces choses-là. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, parce que ce que vous voulez trouver, c'est vous ne voulez pas laisser de l'argent sur la table. C'est ça. Et vous allez peut-être voir que si je demande mon app, si je le vends à 50 $, mais ma taux de conversion est très bas, mais je peux faire plus d'argent de cette façon-là que de le vendre à 10 $ puis d'avoir à gérer 5 fois plus d'utilisateurs, puis ça me coûte 5 fois plus pour les soutenir. Puis ça, c'est des décisions que vous avez à prendre. Donc, jouer avec les prix, tester avec les prix, c'est très difficile d'augmenter les prix. Donc, c'est toujours mieux de demander trop au début, puis de donner des rabais par la suite. Et c'est plus facile d'éliminer les rabais. Une question dans ce sens-là, vu qu'on est dans start-up, comment on peut prévoir la valeur de ce qu'on veut donner et notre croissance potentielle? Là, je pense à des gens, par exemple, très bonne idée, ça commence, il faut engager des programmeurs. Quelque part, il faut intégrer aussi un intangible qui va arriver plus loin dans nos premiers prix, ce n'est pas évident. D'où l'importance de ce qu'on va faire cet après-midi, de travailler sur vos 12 premiers mois et d'avoir une bonne idée de c'est quoi ça va coûter en termes de consommation d'argent. Et j'ai eu plusieurs discussions récemment avec des startups. Je leur dis, ne mettez pas votre maison en hypothèque. Ce que vous voulez faire, c'est faire avancer votre startup avec l'argent des autres, préférablement avec l'argent des clients payants. Mais il faut que ce soit avec l'argent des autres. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne idée de qu'est-ce que ça va prendre pour passer la période pour découvrir c'est quoi le modèle d'affaires avant que ça lève. Parce que quand tu nous dis qu'établir un prix haut dès le début c'est plus important et que c'est plus facile d'éliminer les rabais, ouais, mais c'est quand même plus difficile de baisser un prix que de l'augmenter. Et parce que, admettons, on met un prix très élevé sur notre produit et qu'on se rend compte finalement que les rabais ils aident, mais que si on retire les rabais, il n'y a plus rien qui se passe. Bah, en baissant si on baisse le prix, les gens vont être floués, vont se sentir floués. Mais là, c'est facile d'augmenter un prix. C'est une décision d'affaires et il y a plusieurs façons de faire ça. Peut-être comme moi, ça c'est du côté service, mais je m'étais inscrit à un programme de formation il y a plusieurs années. J'ai payé tout d'un coup. Finalement, ça coûtait moins cher quand ils ont déterminé leur prix au mois. C'était moins cher que ce que j'avais payé. Donc, ils m'ont transformé en client à vie. Donc, j'ai accès à toutes les ressources à vie. Toutes les nouvelles ressources qui sont créées. Il me semble qu'il y avait un site comme ça aussi. Ah oui, j'utilise un système qui s'appelle SplashTop, qui me permet, à partir de mon iPad, de loguer à distance directement à mon ordinateur. Puis au début, c'était gratuit. Puis là, ils ont commencé à charger par mois. Mais pour tous ceux qui étaient inscrits avant une certaine date, c'est gratuit à vie. C'est comme ça qu'ils ont... Puis on comptait, on calculé ça. Donc, c'est des décisions d'affaires. Oui. C'est un peu ça qu'on a fait avec les early backers. Là, on changeait de modèle de 99 cents à freemium avec des fonctionnalités pro. Mais tous ceux qui ont payé 99 cents, eux, quand ils vont faire l'update, il y a le tutoriel au début, au lieu de dire bonjour, bienvenue sur CycleMap, c'est merci early backer de nous avoir encouragés pour ça. Toutes les fonctionnalités pro qui coûtent habituellement 4 $, c'est ça. on les offre.
On va voir un peu ce que ça donne, mais au moins les gens diront pas, j'ai payé 99 cents, j'ai payé une pièce, puis là tu m'en recharges 4, c'est quoi l'année prochaine, tu vas me recharger à chaque année? Ça pourrait être une idée pour ceux qui en ont profité au début, de leur dire, ben merci beaucoup. Ouais, mais pour les early adopters, ouais, mais à mon sens, c'est quand même plus facile de démontrer aux gens que tu évolues et donc ils vont payer plus cher par la suite parce que ton produit a évolué aussi que commencer par dire on va payer tant et puis le lendemain tu te dis bah non mais en fait ça vaut pas tant. Puis tout dépend de c'est quoi le message que vous voulez communiquer. Comme nous avons dit plusieurs fois ce matin, il n'y a pas de vrai ou faux, c'est un art. Tout dépend de c'est quoi le message que vous voulez communiquer à propos de l'impact que vous faites pour vos clients. Oui. Moi, à propos de ça, là, je me rends compte que quand on fait de la promotion qui est visée vers les rabais, le monde, on va chercher une clientèle qui cherche des rabais. Fait que, mettons, comme pour les massages, des rabais, il y en a partout. Fait que s'ils viennent parce que c'est à rabais, puis qu'ils paient à rabais, ben, ils vont aller ailleurs. Mais tandis que si on cherche des clients qui ont l'argent pour payer, puis qu'une fois qu'ils sont prêts à payer cher, on leur dit, écoute, achète-en 4 d'une shot, puis tu vas économiser un petit peu au bout de la ligne. En faisant ça, j'ai du monde qui m'en achète pour 1000$. Juste pour pas se casser la tête, on achète toute la famille. Tu leur permets d'économiser en dépensant en plus. Mais ça, c'est des clients que tu gardes parce que c'est pas des. Ça démontre que tes clients n'ont pas de problème de cash. Avant de prendre un break pour le midi, il y a d'autres slides que je vais revenir tantôt cet après-midi. Mais en ce moment, voici un peu le jargon. Quand vous allez parler avec un investisseur, avec un partenaire financier, ça, c'est des termes, il faut connaître c'est quoi ces chiffres-là. Et c'est ça que nous allons commencer à calculer cet après-midi. Le Customer Acquisition Cost, combien ça coûte? Ça vous coûte d'aller chercher un premier client ou un client en moyenne. Le ARPU, Average Revenue Per User, donc si vous prenez votre flux total, divisé par le nombre d'utilisateurs, c'est quoi ce chiffre-là? Il faut commencer à être capable de le modéliser et de le comprendre. Et ce sont des métriques, ces 3 métriques sont vraiment essentielles. La valeur à vie de votre client. Donc, si quelqu'un dit oui, donc c'est quoi le revenu que vous comptez avoir de cette personne-là pour la durée de vie du client, qui peut être 12 mois, 24 mois, 36 mois. C'est ça. Le taux d'activation, le taux de roulement. Donc, est-ce que vous avez des clients qui payent souvent, mais qui abandonnent rapidement? Le flux de revenus, flux de liquidité, ça, on va parler de ça plus cet après-midi. Mais ces trois acronymes-là, vous allez entendre parler souvent quand vous êtes en train de parler finances avec vos partenaires financiers. Donc, ça, c'est des choses qu'on va commencer à calculer cet après-midi. Pour ce midi, ce que je vous suggère de faire, c'est de regarder, vous avez le PowerPoint avec vous, qui est sur le Basecamp, et de choisir 3 ou 4 modèles de prix que vous voulez tester avec votre projet. Et pourquoi? Donc, quand vous allez revenir, chacun à votre tour, je vous invite à faire une petite présentation de 3 minutes. Quels sont 3 ou 4 types de prix, modèles de prix, si vous avez une idée de combien vous voulez mettre comme prix, avec les hypothèses derrière ça. Pourquoi vous pensez que c'est une bonne idée? Juste le partager pour nous, ça va être notre point de départ pour le modèle financier qu'on va travailler cet après-midi. Il est 12h05. Est-ce qu'on dit 13h15 qu'on recommence? Merci. Oui.